Simplement pour dire mon total accord sur le développement qu'a fait Christophe Carèche sur ces sujets-là, je crois que ce qui a été engagé fait qu'en marchant, cela va nous engager à avoir plus d'approfondissement que nous n'en avons eu sur le passé, notamment sur l'aspect de l'union bancaire, des arrangements contractuels. Mais que pour les arrangements contractuels, chacun comprend bien que si on demande plus ou qu'on impose plus de contraintes à tel ou tel pays, il faut qu'en face, il y ait aussi un mécanisme de solidarité pour l'acceptabilité de l'effort supplémentaire de la réforme structurelle. C'était ça que nous souhaitions porter. Et moi, je me réjouis que ce message ait été entendu et que sur ce sujet-là, l'Allemagne a été assez esseulée, in fine, dans le concert des nations, ce qui est un peu une nouveauté, qui n'est pas dénuée d'intérêt, et il faut qu'on se projette dans l'avenir. Ça veut dire que si nous avons des positions solides, aujourd'hui, on peut faire aussi bouger les choses. Sur le détachement, redit effectivement qu'il y a eu des avancées, les articles 9 et les articles 12, parce qu'ils vont donner une sécurité juridique sur des contrôles que nous faisions sans avoir de sécurité juridique. L'article 9 le pose, et aussi va responsabiliser dans tous les sens du terme les entreprises, puisqu'elles vont, à travers l'article 12, être désormais responsables conjointes et solidaires des sous-traitants, et si d'aventure il y a une utilisation abusive du statut de travailleur détaché. Donc je remercie Gilles Savary, même si sa formule, remercions le gouvernement d'avoir tenu bon au-delà de toute espérance, laisse à penser qu'il n'en avait pas, sur le fait que le gouvernement allait tenir. Bon, qu'on aille aussi loin. C'est un point d'humour, évidemment, entre nous. Absolument. Sur la Lettonie, bon, monsieur le député, vous le savez d'ailleurs, tous les pays de l'Union européenne, à l'exception de ceux qui ont obtenu une clause d'opt-out, peuvent rejoindre la monnaie unique. En ce qui concerne la Lettonie, en fait, le processus est un long processus de contrôle. On ne rentre pas dans la zone euro comme cela. Cela s'est fait sur la base d'un travail qui a été fait sur plusieurs années, avec des rapports que l'on appelle des rapports de convergence de la Banque centrale européenne et de la Commission européenne, qui ont été rendus en mai 2013, qui étaient d'ailleurs très positifs quant au respect d'un certain nombre de critères de convergence pour leur entrée au sein de l'Union, au sein de la zone euro, pardon, qui ont été d'ailleurs salués par un Conseil européen en juin 2013 et qui ont donné suite à des actes juridiques qui ont ouvert formellement la voie à l'entrée de ce pays à travers un Conseil ECOFIN. C'est la règle, hein, c'est les différentes étapes, en juillet 2013. Bon, c'est une décision qui appartient pleinement à la Lettonie, pays qui a été frappé par une crise très difficile entre 2008 et 2010, qui a fait d'énormes efforts de réformes structurelles très douloureuses pour ce pays et ses populations, mais qui montrent que ces efforts, finalement, ils ont été fructueux, puisque ça a donné effectivement une analyse positive de la Banque centrale européenne, et que ces efforts doivent être salués. Ensuite, c'est une décision qui appartient à ce gouvernement qui a souhaité, et les militants de l'Europe, on doit quand même se réjouir que certains pays souhaitent effectivement rejoindre le cœur du réacteur, ce que j'appelle le cœur du réacteur, la zone euro de l'Union européenne. Vous me parlez ensuite des nouveaux États. Et derrière la question, il y a peut-être la question de l'élargissement. Il faut se dire les choses. Les prochains élargissements ne sont pas le plus simple, mais deux, à une échéance immédiate. C'est le moins que l'on puisse dire. Je ne sais pas d'ailleurs, à l'heure où nous nous parlons, quel sera le prochain pays. Nous avons acté le 20 décembre le début des négociations pour l'adhésion de la Serbie dès cette année. Mais c'est un processus qui prendra sans doute une dizaine d'années. Car il faut que ce pays, s'il veut rentrer, arrive à des niveaux de standard de l'Union européenne d'aujourd'hui. Soit dit en passant, vous avez comme moi conscience que rentrer dans l'Union européenne aujourd'hui est plus difficile pour les pays qui souhaitent venir
que pour les pays qui ont créé l'Europe. Parce que, chemin faisant, nous avons aujourd'hui des politiques intégrées, des objectifs beaucoup plus difficiles à atteindre que ceux que nous nous sommes fixés nous-mêmes, enfin que nos prédécesseurs, en 1957, lorsqu'ils ont créé la Commission, enfin à l'époque le traité de Rome. Et toutes les années qui passent, vis-à-vis des candidats à l'entrée, c'est des efforts supplémentaires qu'ils auront à faire. On est beaucoup plus exigeant aujourd'hui qu'on ne l'était par le passé. Mais il y a aujourd'hui, au sein des 28, d'autres pays qui souhaitent rejoindre à terme la monnaie unique. Et je pense que nous devrons leur faire une place. La Pologne, par exemple, aujourd'hui s'interroge. Parce qu'elle veut être plus intégrée, participer au groupe de pays dont on sait que dans les années qui viennent, ils auront plus de politique ensemble, zone euro, que nous l'aurons l'ensemble des 28. On va vers une Europe différenciée, avec le groupe de la zone euro, avec des politiques beaucoup plus intégrées, plus de compétences, peut-être, Madame la Présidente, vous le savez, une capacité budgétaire, un budget spécifique, l'affectation d'ailleurs de la... Enfin, on n'a pas parlé de la taxe sur les transactions financières, sera un sujet, mais gardons-en pour la suite. Un petit mot sur le SEAE. Bon, moi je ne suis pas l'avocat du SEAE. C'est une institution qui est jeune, 2010. Il faut du temps pour imposer, car cela ne va pas de soi, une politique étrangère, en quelque sorte, de l'Union européenne. Elle a eu, je crois, un travail considérable. Elle a dû créer ex nihilo le poste de ministre, en quelque sorte, que recouvre le poste de haut représentant. Il faut ensuite créer la place pour le SEE vis-à-vis de la Commission. Je dois, avec le peu de recul que j'ai dans la fonction, néanmoins mettre en avant le travail considérable qui a été fait par le SEE et par Mme Ashton sur au moins un sujet qui est Serbie-Kosovo. Sur ce sujet, je pense pouvoir dire... Sur l'Iran. J'allais dire Genève 2 aussi. Sur le travail préalable à l'accord d'association avec la Géorgie et la Moldavie aussi. Il y a eu le commissaire Füle, mais Mme Ashton a joué son rôle. Et franchement, Kosovo, Serbie, il faut avoir conscience que ces deux pays, les chefs d'État, de gouvernement, ne se parlent pas. Ils n'acceptent de se rencontrer que sous le drapeau européen, en présence de Mme Ashton ou de son représentant. C'est un travail considérable qui a été fait, qui a permis effectivement d'aller sur un accord d'association, de stabilisation de l'accord d'association avec le Kosovo et d'adhésion à terme de la Serbie. Donc, moi, je suis... Voilà, j'ai une analyse où je dis elle ne porte pas tous les mots finalement d'un dossier sur lequel elle a été aussi quelquefois seule. Celle ou celui qui lui succédera partira d'une base aussi qui n'existait pas. Nous sommes tous pour renforcer cette dimension, mais franchement, il y a quand même eu du travail de fait. C'était pas aussi simple, effectivement, que cela. Sur l'Ukraine, enfin, la solidarité aussi, je voudrais dire un petit mot. Vous avez regretté peut-être le manque de solidarité de l'Union européenne. On peut toujours faire mieux. Moi, j'ai quand même en tête le fait que l'Union a apporté 210 milliards d'euros à la Grèce au cours des derniers mois, des 2 dernières années, qu'avant la Grèce, il y a eu le Portugal, l'Irlande, l'Espagne, Chypre, qui ont été aussi aidés par l'Union européenne. Et on peut s'interroger sur que seraient devenus ces pays sans cette solidarité, même si elle a été vécue par les pays et les populations d'une façon dure, mais là aussi la responsabilité. Les choses doivent être faites entre les responsabilités de l'Union et la responsabilité des États qui sont directement concernés. On peut faire mieux. Il n'empêche, l'Union a quand même répondu présent sur un certain nombre de pays qui étaient en banqueroute. Sur l'Ukraine, je crois que vous avez effectivement eu un échange avec le ministre des Affaires étrangères. Bon, nous avons eu deux ou trois échanges intéressants. Bon, il y a eu ce sommet de Vilnius.
où la presse, une certaine presse, a indiqué que c'était un échec de l'Union européenne vis-à-vis de l'Ukraine. On peut toujours refaire l'histoire après, mais avant. Moi, j'ai participé à 3 conseils des affaires étrangères, délégués par Fabius, sur la question de l'élargissement de l'accord d'association, soyons précis, avec l'Ukraine. Il y a 18 mois, l'Union européenne demandait à ce pays, pour signer l'accord d'association, la garantie de mise en place d'un certain nombre de réformes de structures fondamentales en matière de droit, en matière de système politique, en matière de liberté de la presse et la libération de quelqu'un qui était un symbole de ces errements politiques, de l'errement de l'État, Madame Tymoshenko. Nous avons eu, je crois, en face de nous un État qui fondamentalement ne souhaitait pas signer l'accord d'association à Vilnius, ou qui ne le pouvait pas. Je le dis aussi, qui ne le pouvait peut-être pas, qui n'avait peut-être pas les marges totales de décision liées à sa géoposition, avec un voisin qui a fait pression. Mais j'ai remarqué, moi, que plus nous nous approchions du sommet de Vilnius, moins nous étions, Union européenne, exigeants à l'égard des réformes structurelles de ce pays. C'est-à-dire que, parce que nous souhaitions arrimer aussi l'Ukraine à l'Europe, nos exigences en matière d'adoption de textes législatifs sur la fin de la justice sélective, sur la liberté de la presse, sur la possibilité à chacun de pouvoir se présenter à des élections, nos exigences diminuaient et nous nous raccrochions au symbole de la libération de Madame Tymoshenko. Vous le savez, M. Yanukovych a pris la décision de fermer la porte des négociations et à Vilnius, donc, nous avons acté le fait que l'Ukraine, finalement, faisait un autre choix, sans vraiment le faire totalement, car ce n'est pas un choix d'adhésion à l'union douanière de l'Union de la Russie, de la Biélorussie et du Kazakhstan. Ce qui veut dire que la porte est encore possible aujourd'hui. Mais les mêmes journalistes qui ont dit « c'est un échec de l'Union européenne parce que nous n'avons pas signé un accord d'association avec l'Ukraine », je pense, auraient eu la même agression à l'égard de l'Union européenne si nous avions signé contre la seule libération de Mme Tymoshenko, sans demander effectivement que les réformes que nous exigions il y a 18 mois n'auraient pas été au rendez-vous. Et peut-être, mais c'est l'histoire qui le dira, M. Yanukovych a peut-être rendu service à la fois à l'Union européenne et a engagé un débat dans la population ukrainienne qui n'était pas un débat clairement ouvert, partagé par les formations politiques ukrainiennes à l'égard de l'Union européenne. Et je pense que ce qui s'est engagé, j'ai eu la chance moi-même d'être au moment des manifestations à Kiev, ça n'est pas un mouvement d'un parti politique ou de partis politiques. C'est vraiment un mouvement de la population elle-même. Et M. Yanukovych a réussi l'exploit, en quelque sorte, d'instiller une dimension, un appétit d'Europe qui n'était pas forcément au rendez-vous dans la population, et de fédérer toutes ces oppositions. Il y a des élections dans une année. Nous verrons comment les choses évoluent à l'occasion de ces élections. Je ne crois pas que l'accord d'association ne se jouait qu'à quelques milliards d'euros supplémentaires. Il y a des raisons beaucoup plus fondamentales. Moi, j'ai moi-même été très surpris en discutant, en étant présent des discussions avec M. Yanukovych ou M. Ivanov, le chef du gouvernement, d'avoir un chef d'État et un Premier ministre nous faisant un discours politique écrit en ukrainien, et lorsque nous avions un dialogue, nous répondant en russe. C'est ce qui s'est passé, y compris au sommet de l'OSCE à Kiev, où le Premier ministre vient s'exprimer en ukrainien, mais ensuite, avec les ministres présents, répond en russe. Enfin, vous comprenez très bien les raisons pour lesquelles les choses se passent ainsi. Il faut continuer à dire que l'Union européenne est prête à un accord d'association, pour autant que l'Ukraine montre qu'elle partage une partie des valeurs qui font l'Union européenne, qu'elle s'engage dans des réformes que nous attendons en matière de respect des droits des uns
et des autres, et nous verrons dans les mois qui viennent. Il faut maintenir le lien, faire une pression pour que celles et ceux qui manifestent dans la rue puissent continuer à le faire, qu'une prise de conscience aussi se fasse, et apporter, je le pense, notre soutien à celles et ceux qui se battent pour la liberté et pour nous rejoindre. Nous y avons, me semble-t-il, intérêt, et j'imagine que Laurent Fabius, lorsqu'il rencontrera prochainement Vitali Klitschko, qui fait un peu figure aujourd'hui de catalyseur de cette opposition, aura cette ouverture, me semble-t-il. Voilà. Merci, Monsieur le Ministre.